Bienvenue. Aujourd'hui, nous rencontrons Laurent Castagnède, ingénieur centralien, fondateur d'un bureau d'études en analyse d'impact environnemental. Il a écrit le livre Hervor ou la face obscure des transports, un recueil historique, critique et prospectif sur la pollution de l'air et le dérèglement climatique induit par les transports motorisés. La loi LOM a pour but notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants. On a le sentiment que cette loi se contente de développer légèrement les transports en commun et d'inciter les gens à se déplacer en vélo, sans remettre en cause fondamentalement l'hégémonie de la voiture. Quel est votre avis sur cette loi ? Oui, alors votre analyse, elle est assez bonne. Elle est presque un petit peu trop technique. Je pense qu'il faudrait la voir d'un point de vue un petit peu plus sociologique. C'est-à-dire qu'effectivement, vous parlez bien de développement et elle ne met pas en question trop une hégémonie. L'hégémonie n'est pas simplement que de la voiture. Et en fait, je pense que le principal souci de la LOM, d'un point de vue général, c'est qu'elle n'a pas intégré, je pense, la source du problème. En fait, s'il n'y avait vraiment qu'une source de nos problèmes à considérer, ça serait une espèce d'addiction à la vitesse, en fait, et dans sa croyance qu'en développant des transports plus rapides, plus efficaces, on allait faire gagner du temps aux gens. Et l'histoire des transports montre, entre autres, comme leçon, que c'est en mettant à disposition des transports rapides et bon marché qu'on a en fait créé une forme d'addiction et de dépendance des gens envers des déplacements lointains. Quand je dis lointain, bon, ça peut être du tourisme lointain, mais c'est aussi lointain au sens du domicile-travail, qui est beaucoup plus lointain aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques décennies en France, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que la loi d'orientation des mobilités ne va pas atteindre sa cible, simplement parce que je pense qu'on n'a pas assez analysé les sources du problème. Vous soulevez beaucoup de pistes d'amélioration pour réduire la consommation et la pollution des voitures. Comment concevoir une voiture plus sobre ? Oui, alors c'est compliqué parce que vous supposez que vous avez un besoin de déplacement. La question, c'est ce besoin, est-ce qu'il ne pourrait pas être diminué? Si vous achetez une voiture pour faire un trajet domicile-travail de 30 km, par exemple, la première question, c'est comment on en est arrivé à avoir son travail à 30 km et devoir y aller tous les jours. Donc évidemment, il y a d'abord se questionner sur les usages avant de se poser la question de la voiture. Mais bon, pour concevoir une voiture, je vais vous donner quelques réflexions générales pour pas trop rentrer dans le détail d'éléments que vous trouverez par ailleurs qui sont la faire légère, avec pas trop de frottement, etc. Bon, des choses d'ingénieur classique. Mais si je voulais mettre en exergue 2 points, vous avez la notion de gabarit, ça vous la savez, c'est classique, c'est le fait de voir que nos véhicules sont beaucoup trop lourds, beaucoup trop puissants, ils sont complètement surdimensionnés par rapport à leur usage. Mais vous avez aussi un autre souci, par exemple, sur les émissions de polluants ou sur les risques d'accident. En fait, le véhicule, il est un petit peu considéré tout seul. Il est un peu conçu tout seul. C'est-à-dire la ligne d'échappement, elle envoie ses gaz derrière. Donc, quelque part, le conducteur, il ne se sent pas responsable trop de ça. Alors certes, il y a des normes, mais vous voyez, il y a un problème de conception dans le sens, à mon avis, où on ne s'attache pas à assez bien concevoir les voitures comme faisant partie d'un tout. Les constructeurs, ils sont jugés sur l'ensemble des voitures neuves qu'ils ont commercialisées l'année passée. Voilà, ce sont ces voitures neuves qu'ils viennent de vendre et qui sont jugées à l'état quasi neuf sur les bancs d'homologation. Or, ces voitures, elles vivent, admettons, 20 ans et elles ne sont pas forcément parfaitement entretenues toute leur vie. Et un véhicule qui commence à avoir une dizaine d'années, le constructeur, en fait, n'a plus aucune responsabilité aujourd'hui dessus. Et c'est bien dommage parce que s'il avait une responsabilité sur l'entièreté de la vie du véhicule, c'est-à-dire qu'il serait jugé sur l'entièreté de la vie, à ce moment-là, en termes de pollution, on ne jugerait pas les derniers normes euro des véhicules qu'il a vendus l'an dernier, mais l'ensemble de ceux qui roulent. Et si on jugeait de l'ensemble du CO2 ou de l'ensemble de la pollution des véhicules qui roulent de sa marque, il serait peut-être beaucoup plus enclin à s'intéresser aux véhicules qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans de sa marque, qui continuent à rouler, c'est bien normal, et qui polluent à la fois plus qu'aujourd'hui parce que d'un côté, il y a des anciennes normes, mais aussi parce que les véhicules ne sont pas, dans leur définition technique, avec leur système de dépollution, ne sont pas au niveau parce qu'ils n'ont pas forcément été parfaitement entretenus dans le bon réseau. Et donc l'idée derrière pour responsabiliser tout ça, ça serait de se dire que quand vous achetez une voiture, peut-être que le moteur et la ligne d'échappement pourraient rester propriétaires du constructeur. C'est pas très choquant, vous auriez quand même l'impression d'acheter une voiture, hein, parce que par exemple, si vous prenez une voiture électrique comme la Zoé, vous pouvez acheter la voiture, être propriétaire et pourtant la batterie est en location. Donc pourquoi le moteur et la ligne d'échappement ne seraient pas en location? Et à ce moment-là, le constructeur, peut-être que de lui-même, après 10 ans d'âge, engagerait des rétrofits de véhicules, vous voyez, pour les rendre moins polluants.
vous ferez des mises à jour un peu sérieuses. Voilà, donc c'est cette idée-là qui se cache derrière le fait de laisser les constructeurs plus en responsabilité des véhicules de la vie courante. Le rétrofit aujourd'hui n'intéresse pas vraiment les constructeurs. Ils préfèrent qu'il y ait une prime à la casse et de vendre une voiture neuve, vous voyez. Donc c'est un autre excès. Dans votre livre, vous mettez en lumière le fait que le coût des infrastructures de transport est supporté non pas par les usagers, mais par la société. Dans le même esprit, le kérosène des avions, le fioul des bateaux sont défiscalisés. Pourquoi cette injustice ? Oui, alors vous avez en fait une espèce d'injustice historique sur le sujet, c'est-à-dire que grosso modo, les transports que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont eu du succès, je ne parle pas de ceux qui sont restés un peu marginaux ou qui ont périclité, vous constaterez globalement que ces transports se sont fait tous payer leur infrastructure par la collectivité. Et ce qui est étonnant, c'est que ceux qui avaient tenté de se financer eux-mêmes leurs infrastructures, ben, grosso modo, ils n'existent plus. Alors, vous avez des exemples, je vous renvoie vers le livre évidemment, mais les tramways dans les années 20, par exemple, qui étaient très très développés et qui eux-mêmes finançaient leurs rails, enfin, ils avaient les concessions d'usage de la voie publique avec la nécessité économique de l'entretenir. Et là, vous avez dans les années 20, notamment aux États-Unis, lorsque les voitures ont commencé à faire irruption très fortement dans les villes, non seulement les voitures roulaient sur les zones des tramways, mais en plus elles les dégradaient. C'est-à-dire que la voiture, c'était un peu une caricature, mais elle ne payait rien de la route et en plus elle dégradait celle du tram qui lui-même devait se financer dans le ticket des passagers. Donc voilà, il y a une énorme comment dire ça, une énorme injustice effectivement sur ce sujet-là, qu'on ne voit pas bien d'ailleurs encore aujourd'hui quand vous entendez par exemple le déficit de la SNCF, oh là là, l'État va encore éponger le déficit. On n'évoque pas un seul instant le fait qu'en permanence, on éponge le déficit du transport routier, puisque grosso modo, il est à peu près 100% financé par la collectivité, vous voyez. Donc d'un côté, on crie « oh là là, l'État finance », et on ne se rend même pas compte que l'État, depuis le début, grosso modo, n'arrête pas de financer les routes, bon, à part quelques petites portions de péage que vous pouvez payer sur autoroute, mais grosso modo, une voiture, elle roule toute l'année sur une route qui lui est gratuite. Donc ça c'était dénoncé hein, déjà. Dans les années 30, vous aviez des associations d'automobilistes qui se plaignaient que l'essence était très chère et qui disaient qu'elle devait être moins taxée. On s'est déjà rendu compte à l'époque qu'en fait, le financement des routes était supérieur à la récolte des taxes sur l'essence. Et les taxes étaient beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Donc voilà, ce n'est pas un fait nouveau. Après, dans le cas des avions, effectivement, voilà, il faut remonter aux années 40 et début des années 50 à l'époque où a été décidé de complètement détaxer le kérosène. C'était une époque où on voulait favoriser l'aviation, qui n'avait pas du tout les mêmes proportions qu'aujourd'hui. Hein. On voulait favoriser l'aviation pour alimenter un peu les échanges entre les dirigeants des peuples dans la perspective qu'il se fasse moins la guerre, hein, ou qui baisser ces chances-là. Donc c'était une très bonne idée au départ, sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le transport aérien, il est sous addiction d'un kérosène pas cher. Et il ne veut absolument pas remettre en cause ça, alors qu'aujourd'hui, le problème de l'aviation, c'est du tourisme, c'est de l'aviation de loisir, en fait, qui n'a plus aucun rapport avec la paix entre les peuples, si ce n'est qu'il participe, comme le reste, à la dégradation du climat, qui, elle, peut conduire dans quelques années à des véritables conflits. Voilà. Donc, effectivement, ce paradoxe est à mettre en lumière et il faut se réinterroger sur la pertinence de décisions qui, à une époque, étaient très bonnes, très justifiées, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Le transport aérien bénéficie d'importants soutiens financiers. Quelles sont ces subventions ? Alors, vous avez plusieurs types de subventions. Vous avez l'aménagement des aéroports eux-mêmes. Hein. Il y a eu énormément de subventions publiques, notamment à des époques où c'était le domaine militaire qui subventionnait les constructeurs, hein, que ce soit même pour les aéroports comme pour les avions. Hein. Les deux guerres mondiales ont conduit à énormément de financement de l'aérien et de progrès techniques et d'aménagement d'aéroports. Ensuite, le deuxième sujet aussi, c'est que les transports en général sont un peu un produit d'appel pour d'autres choses. Et donc, vous avez produit d'appel du tourisme, mais pas que. Dans le cas de l'aérien, c'est ça. Donc, vous avez des régions en fait qui financent les compagnies qui menacent de quitter l'aéroport, arguant du fait que l'année passée, elles ont amené des touristes, donc du coup des gens qui ont consommé sur place et donc qui ont alimenté l'activité. Donc vous avez une espèce de chantage au départ, enfin chantage à la fuite, de certaines compagnies qui récoltent comme ça énormément de subventions. Énormément de subventions qui sont des marges arrière et on oublie par le même temps que l'avion il amène des touristes mais il permet aussi aux locaux d'aller très loin plutôt que d'aller consommer régional. Hein. Il y a aussi cet aspect-là des choses donc c'est un peu un marché de dupes en tout cas aujourd'hui
les subventions des compagnies aériennes, enfin jusqu'à 2019, parce qu'après, vous avez d'autres subventions qui sont arrivées avec le Covid, mais jusqu'à 2019, oui, c'est en milliards, en dizaines de milliards de dollars et d'euros que se font financer les compagnies aériennes. L'utilisation des transports pour les longues distances et à grande vitesse a un impact important sur le climat. Comment réduire la consommation d'énergie lors de ces trajets? C'est-à-dire que ces trajets à grande vitesse qui permettent d'aller loin, il y a plusieurs problèmes. La première raison de déplacement des gens dans le transport international, c'est le loisir, hein, loin devant le business. Dans le loisir, vous avez à la fois le tourisme, le fait d'aller voir des amis ou la famille et les séjours religieux. Tout ça, c'est bien supérieur au transport business. Là, je parle en nombre de passagers kilomètres. Hein. Okay. En termes de chiffre d'affaires, les trajets business rapportent plus aux compagnies parce que les gens sont parfois en première classe, etc. Donc, c'est une proportion qui n'est pas la même. Cette vitesse qui a permis des longues distances, l'ennui, c'est qu'on a un effet rebond sur la distance elle-même. C'est-à-dire que le dépaysement que vous pouviez trouver il y a quelques décennies à une certaine distance, mais aujourd'hui, pour trouver le même dépaysement, qui est l'une des raisons du loisir, hein, vous êtes obligé d'aller plus loin parce que les transports sont devenus tellement massifs sur beaucoup de destinations courues qui font qu'elles sont dénaturées, si vous voulez. Elles ont été à la fois très artificialisées quand elles étaient naturelles, et puis elles ont été banalisées. Donc à ce moment-là, pour aller chercher le même dépaysement qu'avant, il va falloir aller plus loin. Donc là, on a un souci de relation entre finalement la vitesse et l'augmentation des distances. Quelles sont les solutions? Les solutions d'un point de vue général, c'est très clair, c'est un peu les 3 R, entre guillemets, c'est ralentir, renchérir et réduire le nombre. Voilà. Alors réduire le nombre, ça peut être le stabiliser, mais ralentir fait partie du sujet, et notamment ce qu'il faut se réinterroger clairement d'un point de vue philosophique, c'est de la différence entre le voyageur et le touriste. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de décennies, on avait des voyageurs pour qui le voyage, c'était d'abord le trajet. Et le trajet faisait partie du dépaysement et des vacances, le trajet lui-même. Et on a basculé dans un touriste, je dirais, pur. Le touriste pur, c'est celui qui est téléporté à la destination. Et on y est quasiment, puisque quand vous montez par exemple dans un avion, on vous montre un film, une vidéo de votre langue, de votre pays, et on vous dépose à destination comme un paquet. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'histoire de l'addiction à la vitesse, sur les longs trajets. Comment pensez-vous qu'il faille réorienter le développement de l'aviation civile dans un tel contexte? Ce qu'il faut se souvenir dans l'aviation, c'est que dans les années 50, on est passé des avions à hélice aux avions à réaction. Et à l'époque, on a doublé la consommation par passager. Mais on va à 900 à l'heure au lieu de 550, 600, si vous voulez. Donc la vitesse prend 50%, l'altitude prend aussi, c'est-à-dire qu'on passe de 6000 mètres d'altitude à peu près à 9-10 000 mètres, parce qu'on a un véhicule plus puissant qui peut se permettre d'aller plus vite, donc de monter plus haut, et plus on va haut, moins l'air est dense, donc moins on a de frottement. Donc diminuer la vitesse des avions, ça ne signifie pas du tout prendre les avions actuels et les faire voler à 600 à l'heure. Parce que si on fait ça, on va consommer plus en fait, parce qu'il va se retrouver à des altitudes inférieures, il n'est pas optimisé pour ça. Donc ça veut dire que si on réduit la vitesse des avions significativement, il faut les reconcevoir. Pour pouvoir voler plus bas, et quitte à voler plus bas, il faudrait voler à 7000 mètres, parce que vous avez à peu près à partir de 8000 mètres se forment les traînées de condensation. Et les traînées de condensation, avec tous les gaz qui sont avec, ont un impact sur le climat qui est supérieur à celui du CO2 rejeté par la combustion du kérosène. Donc c'est vraiment pour moi le véritable sujet à lancer en termes de développement de l'aviation, c'est repasser aux avions à hélice, alors pas au coucou des années 50, hein, ce n'est pas le sujet, mais c'est des avions à hélice modernes, des A320 à hélice, des véhicules comme ça, mais dont la vitesse serait plafonnée à, on va dire, 600 à l'heure, qui est une vitesse complètement compatible avec les turbopropulseurs modernes. Voilà. Vous parlez d'un numerus clausus sur les véhicules motorisés. Pourquoi envisagez-vous une telle mesure? En résumé, il s'agit de faire en sorte que le nombre des véhicules motorisés, pas simplement que des voitures, hein, que le nombre des véhicules motorisés par catégorie soit plafonné. C'est exactement ce qui se passe dans le logement pour la propriété foncière. Vous n'avez pas le droit en arrivant dans une ville, en voyant un terrain vague, de décider que c'est chez vous, ce qui était le cas à la lisière des villes au Moyen Âge. Aujourd'hui, il faut passer chez un notaire pour acheter d'abord un droit de propriété avant d'imaginer acheter un bâti. Or, dans les transports motorisés, ça n'existe pas. Alors, ça existe peut-être
très très ponctuellement, par exemple, si vous voulez être taxi dans une ville, alors hors monde d'Uber, vous devez acheter une licence de taxi à quelqu'un qui ne va plus être taxi, qui part à la retraite par exemple, ou qui décide de changer de métier. Et donc là, on aurait cette même logique pour les transports motorisés, c'est-à-dire la création d'une propriété foncière mobile. Donc, par exemple, une compagnie qui voudrait avoir un avion de plus, il faut d'abord qu'elle achète le droit de l'avoir à une autre compagnie qui, elle, s'en déferait, par exemple, parce qu'elle diminue sa voilure ou parce qu'elle périclite. Alors pourquoi appliquer tout ça? C'est surtout le fait que le problème qu'on a en termes de pollution comme de consommation d'énergie, c'est un problème quantitatif. Et ça fait 2 siècles qu'on a une espèce de promesse technique qui consiste à penser qu'en améliorant la performance des moyens, on va réduire cette consommation. Alors là, il faut vraiment retourner à relire Stanley Jevons, qui est en 1865, à une époque où il y avait des craintes de pénurie de charbon, en fait, à l'échelle de l'Angleterre. Et des gens disaient à l'époque, des scientifiques, non, mais c'est pas grave parce que la machine à vapeur fait des progrès. Et Stanley Jevons, lui, fait ses calculs et conclut que non, la machine à vapeur va effectivement faire beaucoup de progrès, mais tous ces progrès ont un effet rebond qui fait qu'elle devient économiquement beaucoup plus intéressante et il va s'en vendre, il va s'en construire, elles vont fonctionner beaucoup plus, le nombre va beaucoup plus augmenter que leur performance va s'améliorer. Et au total, il y aura plus de consommation de charbon de manière relativement perpétuelle. Grosso modo, dans l'histoire, le progrès technique a permis, ça dépend des secteurs, si vous prenez l'aviation, l'automobile, etc., de réduire à peu près chaque année d'0,5% à 2% dans les cas plus favorables la performance des moteurs, par exemple. Or, le trafic, si vous voulez, ou le nombre de ces véhicules, il augmente entre 2 et 5%, suivant les secteurs en question. Donc, du coup, l'effet rebond des volumes surpasse le progrès technique. Et ça, c'est un constat historique depuis plus d'1 siècle. Par exemple, en automobile, dans les années 30, il était communément admis par les ingénieurs que la consommation en litres au 100 d'une voiture, c'était à peu près autant de litres au 100 que de centaines de kilos de masse à vide du véhicule. Et si vous regardez les masses à vide de l'époque, vous vous rendez compte que les voitures, elles faisaient entre 5 litres au 100 et 20 litres au 100, finalement, en pesant entre 500 kg et 2 tonnes. On n'a pas fait de progrès de point de vue de la consommation en litres au 100. Alors évidemment, nos véhicules d'aujourd'hui sont plus performants, ils permettent d'aller plus vite, en termes de crash, ils sont mieux. Mais cela dit, en termes énergétiques purs, il n'y a eu aucun progrès. Vous avez la même chose sur les avions, où les avions, par kilomètre passager, on a des progrès continuels, salués par l'industrie, même salués par les politiques, qui imaginent du coup qu'ils sont en train de décarboner l'aviation civile. C'est absolument faux. Jusqu'à 2019, chaque année, on consommait plus de kérosène. Pourtant, avec des avions toujours meilleurs en termes de performance énergétique. Donc, il faut arriver à plafonner ce nombre pour qu'enfin le progrès technique conduise réellement à des réductions de consommation globale. C'est aussi simple que cela. Vous laissez paraître que la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports ne sera pas résolue par les innovations. Comment changer de paradigme? Ça, c'est une question très difficile. Pour changer de paradigme, déjà, il faudrait avoir bien conscience de l'origine des problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on continue à se faire abreuver de messages qui consistent à dire à l'homme de la rue, si vous voulez, l'homme de la rue qui, lui, n'est pas ingénieur, ne s'est pas trop documenté, pas du tout sur l'histoire, si on continue à lui dire, certes, il y a un gros problème, bon, au moins déjà, c'est à peu près partagé, mais ne vous inquiétez pas, la technologie est là, votre prochain avion, votre prochaine voiture, il y a plein d'ingénieurs qui y travaillent, lisez la presse, il y a telle amélioration, on gagne quelques pourcents encore, on fait des progrès. Et si le message global, c'est de lui dire ne changez rien à vos habitudes, la technologie va permettre, par son progrès technique, de vous sauver, on fera une énorme erreur, on n'y arrivera pas du tout. Donc le premier sujet, c'est d'avoir conscience que, certes, il ne faut pas retourner à l'âge de la pierre, c'est pas ça, mais que la technologie ne fera pas tout, il faut à la fois la trier et ne pas tout miser sur elle. Voilà. Donc tant qu'on n'aura pas compris ça à grande échelle, je crains qu'on n'arrivera à rien. En fait, on sera tout le temps en train de constater les effets rebonds après coup. Et en termes d'ingénierie, vous voyez, ça fait un moment que j'essaie de militer pour que, par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, il y ait des cours d'histoire, mais des cours d'histoire de la technique. C'est-à-dire pour essayer de tordre le cou à l'idée que l'histoire des techniques, ce n'est que du bonheur et du progrès. C'est-à-dire des records battus de vitesse, de puissance, et puis on ne va pas plus loin que ça. Alors que l'histoire des techniques, justement, elle permet
Et c'est aussi pour ça que j'ai documenté, publié Ervor. Mais l'histoire des techniques permet justement de se rendre compte que le passé n'est pas aussi clair et qu'il y a sur énormément de sujets dont on peut faire des parallèles aujourd'hui, avec lesquels on peut faire des parallèles, énormément de sujets où on croit bien faire avec la technologie. Certes, ça améliore un peu quelque chose, mais ça dégrade ailleurs autre chose, et c'est des vases communicants de partout. Et aujourd'hui, on arrive dans une situation où, malgré 2 siècles de techniques et d'énormément d'artisans, puis de techniciens, d'ingénieurs qui ont fait plein de progrès, ben on a pourtant tous les indicateurs quasiment qui continuent de se dégrader. Donc il y a un moment, il faut arriver à regarder froidement le sujet et à conclure que non, la technologie ne pourra pas tout. Il va falloir qu'on lance des mesures qui soient un petit peu plus sérieuses sur une espèce de pseudo-liberté, je dis pseudo-liberté, hein, de croire que voilà, on peut rouler avec un tank en ville, tout le monde peut partir en vacances en avion tous les ans. La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Ce n'est pas possible vis-à-vis des problèmes que l'on veut traiter. Donc la question, c'est comment on va gérer les transports. Il faut arriver à se sortir du messianisme technologique qui consiste à penser que les modes de vie ne sont pas en question. À mon époque, l'ingénieur, il devait, on va dire, soutenir l'innovation technique. Je dis volontairement innovation plutôt que progrès, parce que le progrès, vous le jugez après. Une innovation, vous le jugez tout de suite. Vous savez si c'est nouveau. Par contre, le fait que ce soit un progrès, aujourd'hui, on n'emploie plus ce terme, parce que ça fait des années qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient des innovations, qu'on pensait être du progrès, et puis quelques années plus tard, on se rend compte que par effet rebond par-ci, dégâts collatéraux par-là, mais est-ce que c'est vraiment du progrès? Voilà. Je sais pas moi, avoir un SUV en ville, c'est un véhicule qui est sur le papier très performant, ce sont des innovations techniques derrière. Est-ce que c'est du progrès? Je pense pas du tout. C'est plutôt du régret. C'est un mot qui n'existe pas, mais qui avait été employé, je crois, par Michel Serres. Voilà, l'inverse du progrès. Oui, même le mot n'existe pas. le mot qui... On dit bien progression, si vous voulez, et on dit régression. Donc il y a bien l'opposé du mot progression. Mais en fait, le mot regret, si vous voulez, il n'existe même pas dans le, dans le langage. À croire que on était sûr que le progrès, c'était forcément positif. Nous tenons à remercier infiniment Laurent Castagnette pour le partage de ses connaissances. Merci de votre écoute et à bientôt.